Tout d'abord, nous accueillons Jean-Marc Penaud, expert forestier. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter succinctement, s'il vous plaît? Je suis forestier. J'ai eu mon premier diplôme forestier en 1983. Je suis originaire de Haute-Savoie. Je suis arrivé ici en stage et depuis, j'ai plus jamais quitté la région. J'ai travaillé dans une coopérative jusqu'en 1991 et j'ai exercé à titre de profession libérale de 91 jusqu'en 2018. En 2018, j'ai créé une SAS. Comme il n'y avait aucun de mes fils qui voulait s'intéresser à ce métier, je suis en train de m'associer avec un des jeunes qui travaille avec moi. Aujourd'hui, on est 4 salariés. On gère 12 000 hectares de forêt sur 17 départements. Le long de la forêt domaniale de Compiègne, je travaille sur des propriétés où on est mitoyen de la forêt de Compiègne sur plusieurs kilomètres. Donc, je suis le voisin en tant que gestionnaire de la forêt domaniale de Compiègne et donc de l'Office national des forêts, gestionnaire de la forêt domaniale de Compiègne. Pour vous, que représente la forêt aujourd'hui? La forêt, pour moi, c'est 110% de ma vie après ma famille et ça m'occupe nuit et jour. Samedi et dimanche. La moitié, c'est à titre professionnel pour faire vivre ma société. Puis après, le reste, c'est ben, des missions comme avec l'Ermitage, où je suis avec le Festival des Forêts. Vous avez entendu parler du Festival des Forêts? Non, je n'avais pas entendu parler du Festival des forêts. Le Festival des Forêts, c'est un festival qui existe depuis 1993 à Compiègne. L'idée de base, c'était qu'on promène les gens en forêt. Au milieu de la balade, ils écoutent une aubade et on les emmène dans un petit village où ils écoutent un concert. Et après, on a fait les mêmes choses avec les jeunes, on a fait les mêmes choses avec les publics comme les quartiers du Clos des Roses à Compiègne ou des personnes handicapées. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des salariés, il y a une vie toute l'année autour de ce projet de la musique et de la forêt. Et il y a un grand projet qui est en route, qui est la rénovation de Saint-Pierre-en-Chastre, qui est une ancienne abbaye au milieu de la forêt de Compiègne. Là aussi, c'est un lieu de médiation, puisqu'il y a le Festival des forêts, l'ARC et l'ONF qui sont les partenaires historiques de ce lieu. Donc, si vous voulez prendre un exemple de médiation, vous pourrez regarder ce qui est en train de se faire à Saint-Pierre-en-Chastre, à Tripartie. L'arbre, pour nous, c'est beaucoup plus mystérieux. Il y a beaucoup plus de choses autour de l'arbre qu'autour de la forêt en elle-même. On sait aller sur la Lune, mais on ne sait pas reconstituer la montée de sève des racines jusqu'à l'arbre. Parce que l'hiver, les arbres, ils perdent leurs feuilles. Vous êtes d'accord? Donc, il n'y a plus de circulation de sève. Quand le bourgeon il s'ouvre, ben, il y a de l'énergie qui est arrivée pour faire ouvrir le bourgeon. Et ça, eh ben, c'est la sève qui est cristallisée par les racines qui fait monter les sels minéraux pour démarrer les bourgeons qui sont en haut de l'arbre. Pour vous dire les mystères qu'il y a encore en 2020 et les challenges pour votre génération, on ne sait toujours pas reconstituer ça. Voilà, donc moi, quand vous me dites la forêt, moi je vous réponds là, parce que autour de l'arbre, ça fait 35 ans de travail et toujours autant de mystères non résolus. C'est pour ça que je me lève le matin, j'ai pas de mal à me lever le matin pour aller au boulot. Bon, là aujourd'hui, il y a plein de grand public. Il y a eu un livre de Peter Wobel là, qui disait que les arbres, ils ont des sentiments et qui sont intelligents et qui marchent. Oui, on peut interpréter certaines études de recherche avec des choses comme ça, mais c'est mettre de l'anthropomorphisme, il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin de mettre d'anthropomorphisme autour de l'arbre et de la forêt pour rester passionné et qu'il y a encore plein de mystères à résoudre. S'il y a une phrase que dit toujours Grand Maison, c'est quand on parle d'anthropomorphisme dans une forêt ou dans les arbres, on dit toujours les arbres, ils s'embrassent par les racines, c'est-à-dire qu'ils échangent des sucres entre eux pour lutter ou se déplacer ou se donner des signaux, et ils se querellent par la tête, donc ils s'embrassent par les racines, ils se querellent par la tête, parce qu'ils sont en compétition pour le soleil et pour la pluie. Parce que pour pouvoir faire la photosynthèse, ils ont besoin de lumière et de pluie, et donc ils passent leur temps sur la partie aérienne à flinguer l'autre, leur voisin, pour lui piquer sa place et avoir plus d'air et plus de pluie. Nous, avant de cultiver les arbres, le premier truc, c'est qu'on doit comprendre comment ils marchent. Et pour que les opérations techniques qu'on met en œuvre, elles correspondent
le résultat, il correspond au potentiel qu'ont les arbres. Et que les conditions édaphiques, c'est tout ce qui est le sol, le climat, l'orientation, le potentiel des richesses chimiques et des richesses physiques qu'il y a dans le sol. Selon vous, quels sont les services que peut nous rendre cette forêt? La forêt, normalement, elle est multifonctionnelle. Les peuples primaires, les peuples premiers, comme on dit au Canada, c'était leur lieu de nourriture, leur lieu d'hébergement et leur lieu de chasse, etc. Donc, ils étaient inclus dans la forêt. Donc, la forêt, elle était multifonctionnelle historiquement. En France, la communication des ministères ou des gens de l'administration, c'est de dire qu'ils veulent une forêt multifonctionnelle. Pourquoi pas? Mais multifonctionnelle, donc en fait, nous on considère qu'il y a 4 fonctions. La forêt production, je fais pousser des arbres, je les coupe, je me chauffe, je me loge, voilà, ça c'est production. La deuxième, c'est synégétique, c'est-à-dire c'est les lieux où les animaux vivent et l'homme en chasse une partie. Après, il y a la fonction loisir-agrément, donc je m'y promène, j'y ai des émotions dues à la forêt ou au lieu qu'est la forêt, où je peux y jouer de la musique, faire de la danse et sculpter des arbres. Donc ça, c'était pour moi qui arrive à 60 ans, c'est les 3 fonctions originelles. Et après, on a rajouté la fonction gestion durable, c'est-à-dire se dire que la forêt, elle a un rôle dans le monde et que plus il y en a, plus l'homme y sera bien. Alors, le problème, c'est que la communication de tout le monde, c'est de dire elle est multifonctionnelle, mais en pratique, c'est pas vrai. En pratique, vous avez vu tous les débats où on voit les forêts, les arbres plantés comme du maïs. Cette forêt-là, elle n'a qu'un but, c'est de production. Il ne faut pas raconter aux gens qu'on plante des arbres là pour les générations futures. On plante des arbres pour la fonction production. Donc en fait, au moment où on a arrêté de couper du bois pour se chauffer et qu'on a découvert les énergies fossiles, en France, il restait un peu plus de 8 millions d'hectares de forêt au début de la révolution industrielle. Et aujourd'hui, 2020, il y en a combien d'hectares? 17 millions. Et à la fin de la guerre 39-45, il y en avait 12 millions. Donc ça veut dire qu'en 70 ans, contrairement à tout ce qu'on dit, on a gagné 5 millions d'hectares. La première raison, c'est qu'il y a eu la déprise agricole. Les gens, il y a beaucoup sont morts à la guerre. Dans les villages, il n'y avait plus de quoi vivre parce que c'était la fin du monde rural et ils sont partis dans les villes. Et donc tous ces terrains abandonnés, soit c'est la nature qui a gagné tout seul, soit on a planté beaucoup d'arbres pour répondre à la demande industrielle. Mais qu'est-ce que l'on peut en faire de cette forêt? Donc aujourd'hui, sur 17 millions d'hectares, il y a les environnementalistes qui voudraient qu'on les mette sous cloche, qu'on n'y fasse plus rien. Il y a les productivistes qui voudraient qu'on n'y fasse que de la forêt de production du maïs. Et puis il y a les gens comme nous. Donc moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Pro-Sylva. Nous on dit que la forêt est multifonctionnaire et qu'elle a notamment un rôle économique. Mais on peut dire aussi, sur les 17 millions d'hectares, on en garde 5-6 millions pour la forêt de production. En gros, ce qu'on a gagné depuis la Seconde Guerre mondiale. On s'en fiche. Elles n'étaient pas là en 1950, donc on peut les laisser à la production. On peut en garder donc un tiers là, 100% production, un tiers où on fait multifonctionnel, des gens comme moi, et un tiers où on dit elle est à vocation autre que forestière, autre que production. Voilà. Moi, c'est ça ce que je propose, c'est ça mon combat les 15 prochaines années, c'est de dire il y a la place pour tout le monde, il faut qu'on se parle, et puis il faut qu'on accepte que les autres soient différents. Les forêts périurbaines, par exemple, là, on comprend bien que les gens, ils n'ont pas envie que les arbres derrière chez eux, ils soient plantés en randonnion. Il n'y a pas de problème. Dans la forêt qui est non productive, il faut accepter qu'elle coûte. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter qu'on paye des impôts pour qu'on ait une forêt non productive. Et qu'est-ce que cela entraîne comme menace? Alors, il y a deux menaces pour la forêt aujourd'hui. La première, c'est le changement climatique brutal. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, la forêt, elle a toujours évolué. Ça s'appelle la phytosociologie. En fait, il n'y a rien, il n'y avait rien. Après,
il y a des essences qui arrivent qui sont les essences pionnières, comme les bouleaux et le saule. Après les essences pionnières, elles sont éliminées par d'autres essences comme les pins et les hêtres. Puis après arrivent les chênes. S'il n'y a pas d'homme, la forêt, on appelle ça climax, sans intervention de l'homme. C'est rien, des bouleaux, des saules, des hêtres, des pins et après des chênes. Et puis après, on ne sait pas parce qu'on est en plein là-dedans. D'accord? Ça, c'est la forêt climax, sans intervention humaine. Les forêts primaires de milieu tempéré, c'est ça. Les changements climatiques, ils sont tellement brutaux que la superposition d'essences, elle ne se fait plus. Et donc, les essences principales françaises, elles sont toutes en train de mourir à cause du changement climatique. Donc, c'est une des raisons qui fait que la forêt durable, en ce moment, elle est beaucoup en question. Et en France particulièrement, elle est beaucoup en question par quelque chose où on est une ultra minorité à le souligner, c'est qu'elle est en train de disparaître sous la dent des animaux. On a mis en place dans les années 70 ce qu'on appelle des plans de chasse, parce qu'il n'y a presque plus d'animaux en forêt. Des grands herbivores, ils n'étaient plus là, ils avaient été braconnés, il y avait beaucoup de chasseurs. En 1970, il y avait encore 5 millions de chasseurs en France. Donc dès qu'il y avait un animal qui bougeait, il se retrouvait les pattes en l'air. Après, on a mis en place une réglementation, donc on a protégé les animaux, donc ils sont reproduits, beaucoup, et puis le nombre des chasseurs, il a diminué. En 2020, il n'y a plus que 1 300 000 chasseurs. Par contre, la population, elle a été multipliée par 20 de grands herbivores. Et donc aujourd'hui, toutes les essences minoritaires, appétantes, ça veut dire que les animaux aiment bien, elles sont en train de se faire boulotter. Et donc nous, ici, dans le Compiègnois, par exemple, les animaux, ils sont en train de nous faire disparaître certaines essences comme le chêne. Donc on a des essences qui disparaissent à cause du changement climatique, plus des essences qui disparaissent à côté de la densité d'animaux. Et la preuve, c'est que si on fait une clôture, pas les grandes clôtures de l'ONF, mais des petites clôtures comme nous on fait, dedans il y a des chênes. Et de l'autre côté du grillage, il n'y a pas de chênes. Donc ça veut bien dire, si on a à l'intérieur du grillage protégé des herbivores et qu'il n'y en a pas de l'autre côté, qu'il y a quelqu'un qui les a mangés. À moins qu'ils soient vraiment vicieux, quoi, hein, pour dire je vais de l'autre côté du grillage et pas là. Il y a quand même un problème et ça gêne qu'on dise ça parce que les environnementalistes, ils veulent voir beaucoup d'animaux et les chasseurs, ils veulent voir aussi beaucoup d'animaux pour chasser. Donc nous, on est une minorité à dire qu'il y a trop d'herbivores, de grands herbivores par rapport aux gardes-manger qu'il y a dans la forêt. Parce que la forêt de Compiègne, une grande partie de la forêt, elle est sur des sols pauvres qui s'appellent des podzols. Il y a eu des études de fait dans les années 80 que tout le monde a bien enterré. Et le garde-manger potentiel pour les grands cervidés de la forêt de Compiègne, c'est 1,2 à 1,3 cervidés au 100 hectares. Donc 15 000 hectares, ça fait combien d'animaux? 180. Et en ce moment, il y a entre 300 et 400 grands animaux. Les comptages, ils donnent ça. Ça veut dire qu'ils sont, pour le même bol, ils sont deux. Donc c'est pour ça qu'il y a des clôtures en forêt. On a rompu l'équilibre entre les grands herbivores et leur garde-manger naturel. Donc les deux menaces de la forêt aujourd'hui, c'est le changement climatique, oui, les essences qui disparaissent, comme des maladies, mais aussi, ne pas oublier, la surdensité de grands herbivores. Quels sont les enjeux de la forêt aujourd'hui pour vous? Les usagers, donc, ils ont des objectifs contraires. Donc, les environnementalistes, ils sont contre les chasseurs parce que, par philosophie, mais ils sont tous les deux d'accord en lobbying vis-à-vis de l'ONF pour qu'il y ait le plus d'animaux possible. Donc, ils se font la guerre entre eux, mais sur le nombre d'animaux, ils sont d'accord. C'est paradoxal, mais comme ils ont une grande puissance de lobbying, ne serait-ce que quand ils votent dans les villages, et ben ça fait quand même beaucoup de monde pour dire qu'il faut plus de grands herbivores en forêt parce qu'ils veulent voir des animaux. Mais je leur dis, vous voyez 5 céribiches ou vous en voyez 30, quelle est la différence de plaisir? Le problème de la forêt de Compiègne, c'est qu'elle est chassée 6 jours par semaine, entre la chasse à courre et la chasse à tir. Et les forêts où je travaille en forêt périphérique, c'est une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc si vous êtes un animal, vous allez où? Les grandes densités, elles sont sur les forêts où moi je travaille, par rapport à l'ONF. Donc les gens ils disent, quand on se promène à la forêt de Compiègne, on ne voit pas d'animaux, mais moi dans les forêts où je travaille autour, j'ai plein d'animaux. Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Voilà, donc on a à gérer ça, ce problème-là, et puis après, le problème du fait que
pendant des centaines d'années, les deux essences objectives de la forêt de Compiègne, c'était de produire du chêne et du hêtre. Donc en fait, dans la forêt de Compiègne aujourd'hui, il y a une biodiversité qui a été diminuée. Maintenant, depuis 50 ans, depuis que c'est l'ONF, ils ont beaucoup mélangé. Mais pendant les 200 années avant, les deux essences objectives, c'était chêne et hêtre. Jusqu'à dans les années 60, il y avait très peu de biodiversité dans la forêt. Maintenant, elle vient parce qu'il y a eu des tempêtes, donc il y a d'autres essences qui sont arrivées, il y a eu des trous, il y a eu des essences comme Prunus serotina qui ont envahi la forêt. Bon, voilà, il y a des essences envahissantes, etc. Donc, la forêt de Compiègne, elle est beaucoup plus mélangée en 2020 qu'elle l'était en 1960. Mais ça, les gens, ils n'ont pas notre recul à nous, donc ils ne s'en rendent pas compte. Mais je peux vous dire qu'elle est beaucoup plus, même si elle est moins belle esthétiquement, pour la gestion durable, elle est beaucoup plus riche aujourd'hui qu'elle n'était à l'époque. Ce serait donc une bonne chose pour les forestiers et une mauvaise chose pour les usagers, non? Mais en fait, quand on propose des balades en forêt, il y a très peu de gens. Nous, on a voulu emmener en forêt des enseignants, par exemple, qui auraient pu être des super prescripteurs. C'est-à-dire que là, on fait des partenariats pour, je vous dis, certaines écoles, etc. Mais on voudrait les emmener. Mais aujourd'hui, il y a tellement de problèmes hors Covid. Donc les gens, ils veulent plus prendre de bus, il n'y a plus d'argent pour louer des bus, les emmener en forêt, des choses comme ça. Alors que la première chose, ce qu'il faudrait initier à la complexité de ce que c'est qu'une forêt. Donc en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des tournées obligatoires en forêt pour la fin du primaire. Vous êtes malléables, les jeunes, avant d'être contre tout, entre 8 ans et 12 ans, entre le CM1 et la 5e. Donc c'est à cet âge-là qu'il faudrait absolument qu'il y ait des vrais programmes dans l'éducation pour que ces âges-là, on puisse les emmener en forêt et les initier à la complexité. Le problème de la forêt, c'est que c'est ni blanc ni noir. Et après, chacun y trouvera une sensibilité. Et tout le monde, maintenant 80% des Français sont nés à la ville ou éduqués dans une ville, ils ont perdu le contact avec la nature. Nous, ce qu'on demande, c'est un grand programme pour qu'il y ait des sous pour qu'on emmène les gens entre 8 ans et 12 ans. Et les enseignants, on voulait les former, les emmener en forêt avec nous, et on a très peu Il faut apprendre à être dans la phase médiation, ou apprendre et ça ne s'apprend pas à 30 ans, ça s'en prend entre 8 et 12 ans. Si vous apprenez dans le cadre de sortie dans la nature à être à l'écoute de la nature et à l'écoute des arguments autres, parce que quand vous emmenez des mômes de 10 ans, ils reproduisent ce que disent leurs parents. Donc il y en a qui sont véganes, qui ne veulent pas manger de viande, il y en a qui aiment les chasseurs, il y en a qui sont petits-fils de chasseurs. Vous les mettez dans la nature et puis à 10 ans, il dit mon grand-père est chasseur ou mon rêve c'est de chasser. Puis l'autre il dit moi j'aime pas les chasseurs. Ils apprennent à dialoguer et c'est quand même à cet âge-là qu'il y a besoin d'une grande formation et d'un dialogue. Mais bon, le premier truc, c'est qu'il faut s'écouter. Il faut écouter les arguments de l'autre. Tout est recevable, hein. Moi j'ai aucun problème avec rien du tout. Hein. Tout le monde, mais faut laisser, et c'est surtout, les gars qui veulent faire la forêt de production, ça ne me gêne pas. Les gars qui veulent mettre la forêt sous cloche, ça ne me sait pas. Mais je ne veux pas qu'on mette 17 millions sous cloche et que je ne veux pas qu'on fasse 17 millions de production. Voilà, c'est le seul truc. Donc, pas par... mon principe, je dis toujours les 3 P, pas partout pareil. Donc, quand vous me dites comment imaginez-vous la forêt dans 25 ans, moi, mon truc, c'est surtout pas partout pareil. Qu'on ne me mette pas un modèle qu'on m'impose pour les jeunes qui travaillent avec moi et qu'on n'ait qu'un itinéraire technique, que je dois faire la même forêt partout et tout le monde et que je plante les mêmes essences avec des mêmes densités ou que je plante rien du tout. Il y a la place pour tout. 17 millions, on a la plus grande forêt d'Europe, la plus diversifiée. Donc on a plein de possibilités. Et en plus, nous, comme on a une chance par rapport à l'équateur et tout ça, il y a 4 saisons. Les autres pays, ils ont 2 saisons. Quand vous êtes aux îles Seychelles, il n'y a qu'une saison. Nous, on a 4 saisons. Donc ça veut dire, chaque fois que vous allez vous promener en forêt, il y a des éclairages différents, il y a des sensations différentes. Il y a les feuilles qui poussent, les feuilles qui restent, les journées sans feuilles et les journées où les feuilles tombent. Sur 360 jours, vous vous rendez compte de la diversité de paysages. Ça sert à quoi d'aller à l'autre bout du monde, que vous vous promenez dans la derrière chez vous dans un bois?
et vous avez déjà tout ça. Pourquoi aller à l'autre bout du monde alors que derrière chez vous, vous avez déjà des paysages et toutes vos sensations juste derrière chez vous? Le mieux serait donc d'éduquer les citoyens pour que chacun puisse développer ce qu'il veut de son côté. Non, parce que de toute façon, nous, on est. Donc, nous, on a 7 administrations qui nous contrôlent. Donc, déjà, plus contrôlés que nous, tu meurs. L'ONF, eux, ils ne sont pas contrôlés. Moi, je m'occupe des forêts des particuliers, des collectivités. Nous, on est hyper contrôlés. Eux, ils ne sont pas contrôlés ou très peu. D'accord? Donc, ils n'ont que la pression de l'opinion publique et des parties prenantes que sont les élus et des choses comme ça. Mais sinon, après, ils ne rendent pas de compte vraiment. Alors, c'est ça qui énerve tout le monde et qui font qu'il y a plein de gens qui en veulent à l'ONF. Mais c'est une réalité. Moi, le programme de ce que je mets en œuvre dans les forêts, il est contrôlé par cette administration. Même l'architecte des bâtiments de France, quand je suis à côté d'un endroit qui est classé bâtiment de France. Les arbres que je plante, les arbres que je coupe, je suis obligé d'attendre l'architecte. L'architecte, il donne un avis sur les arbres. Donc nous, on est hyper contrôlés. Et donc des réglementations, il y en a plein. Mais c'est dans le cadre de ces réglementations qu'on voudrait qu'on ait un peu plus de liberté. C'est pareil, si on veut que le monde il évolue, ou qu'il se renouvelle, ou qu'il avance, vous mettez les mots que vous voulez, eh ben, le mieux, c'est qu'on nous laisse quand même un peu de liberté de faire des choses différentes. Dans des choix d'essence différents, dans des méthodes d'élever les arbres différentes, dans les utilisations des bois différentes, etc. Donc on a besoin de desserrer un peu le carcan administratif pour que justement on ait la possibilité de faire pas partout pareil. Et la diversité, les arbres les plus beaux, c'est ceux qui sont mélangés. C'est-à-dire que sous les feuillus, les résineux sont magnifiques, ils se régénèrent magnifiques. Sous les résineux, les feuillus se régénèrent magnifiques. Donc, le mélange, les forêts mélangées, et avec des gros, des petits, des moyens, c'est les forêts qui ont la plus grande résilience. Et donc, plus on mélange les gens, plus la forêt elle pourra résister. Et pareil, pour la culture, il faut nous laisser un peu faire des essais et pas vouloir nous imposer ce qui a été fait il y a 200 ans. Aujourd'hui, nous, on vit 40 ans de plus que la génération qu'il y a 150 ans. C'est bien parce qu'il y a des vaccins, c'est bien parce qu'il y a plein d'évolutions, c'est bien parce qu'il y a eu Pasteur, etc. Ne soyons plus une république soviétique et bananière. Laissons un peu place à l'initiative et laissons la chance aux gens, quoi, de tester. Pour le vaccin, il faut tester. Il y a des gens qui acceptent de se faire tester le vaccin. Je ne sais plus, c'est 40 000 pour Pfizer, là. Bon, ben là, faut nous laisser dans les 40 000 testeurs. C'est ça ce qu'on demande. L'écart qu'il y a entre le discours des politiques et la réalité. La France, pour lutter contre le réchauffement, les maladies, etc., elle met 150 millions d'euros sur 3 ans. L'Allemagne, ils ont mis 500 millions sur 1 an. D'accord? Et on a plus de forêts qu'eux. Donc vous voyez, il y a un décalage énorme. C'est pour ça que le think tank de M. Aubert, je dis, moi, je ne vais pas passer mon temps à aller dans votre think tank parce que maintenant, faut se révolter ou il faut taper fort sur la table. Mais là, les plans de relance, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux de ce qu'on a. C'est urgent. Là, je vous le dis avec le sourire, mais c'est vrai que c'est urgent qu'on mette des moyens. Et c'est bien de faire des réunions, mais après, au bout d'un moment, il faut mettre des moyens et faire des choix politiques, quoi. Alors, on va mettre je ne sais pas combien de milliards pour faire un porte-avions nucléaire ou on va faire je ne sais pas quoi, les Flamanville et compagnie. Mais est-ce que ce n'est pas plus important de mettre ces milliards-là? On ne demande pas des milliards, mais plus d'argent que 150 millions sur 3 ans, quoi. Donc, ça veut dire que les Allemands, 150, ça fait 50 millions par an, nous les Français, et eux, 500 millions. Donc les Allemands, avec moins de forêt, ils mettent 10 fois plus. On demande juste qu'on en mette autant que les Allemands, alors qu'on a plus de forêt. Déjà, ça serait bien. Un manque de liberté au niveau de l'État? C'est plus que de liberté, c'est de vision. Quand
vous mettez du blé, l'année d'après, vous avez le résultat. Nous, quand on plante un arbre, c'est 30 ans après qu'on a le résultat. Donc, on a besoin qu'on finance de la recherche, qu'on finance de l'expérimentation. C'est ça dont on a besoin. Les chercheurs, au mois de septembre, ils n'ont plus d'essence dans leur bagnole pour venir voir les résultats de leurs essais. C'est quand même un scandale. C'est un scandale. Les mecs qui sont docteurs en botanique, biologie, etc., à 30 ans, ils gagnent le SMIC plus 10%. C'est quand même pas juste. Ça va pas. Donc voilà, c'est ça dont on a besoin.